Madame, Monsieur, bonsoir. Une journée de campagne électorale pour un éventuel rassemblement, un exercice difficile. À droite, une rencontre Chirac-Balladur est prévue pour demain, mais ses modalités divisent les deux camps. Le Front National brandit ses 15% du premier tour pour réclamer aux deux candidats un engagement ferme sur le scrutin proportionnel. Nous suivrons dans ce journal Jacques Chirac en déplacement à Orléans, Lionel Jospin à Carcassonne. Ils seront le 2 mai, mardi prochain, face à face, en direct sur notre chaîne. Un débat dont l'organisation se précise. Également dans ce journal, l'accueil glacial reçu en Israël par le cardinal Lustiger, la préparation de la rencontre de football France-Slovaquie demain à Nantes et la sélection officielle pour le prochain festival de Cannes. Je vous propose pour commencer de suivre le pénible travail des secouristes qui fouillent patiemment les décombres de l'immeuble d'Oklahoma City aux États-Unis. Ils devraient atteindre dans les heures qui viennent l'endroit où se trouveraient la plupart des corps des 150 personnes encore portées disparues. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu filmer l'intérieur de l'immeuble éventré. Reportage de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Didier Da. Un piège de métal et de béton. Depuis 6 jours, c'est dans cet univers stupéfiant que travaillent les sauveteurs. En blanc, ce sont les hommes qui ramassent les cadavres. En jaune, ceux qui fouillent les décombres. Et c'est à la main qu'ils opèrent avec d'infinies précautions, puisqu'à tout moment, l'immeuble menace de s'effondrer. Avant d'avancer, il faut donc consolider les structures, ce qui évidemment ralentit les recherches. Vous comprenez bien que lorsqu'il n'y avait pas ces étais, on ne pouvait pas revenir ici. Et je peux vous dire que lorsqu'on a retrouvé un survivant ici dans la mine mercredi, ça nous a redonné du tonus. Dans l'immeuble, la plupart des hommes travaillent masqués. Les cadavres en décomposition rendent la situation sanitaire de plus en plus inquiétante. Pendant ce temps, les familles des victimes déjà identifiées commencent à réaliser que tout cela est bien vrai. Eddie a perdu ses 2 enfants de 3 et 2 ans dans l'attentat. En ce 6e jour de deuil, c'est à ceux qui ont posé la bombe qu'elle pense. It makes me sick. It really makes me sick. Ça me rend malade, vraiment. Ça m'est égal de savoir qu'ils soient américains ou pas, mais de voir que des êtres humains peuvent faire ça. Je me sens vraiment désolée pour leurs familles, à eux aussi, qui ne doivent plus bien savoir quoi faire de l'amour qu'évidemment ils leur portent. En ville, l'enterrement des enfants Smith vient de commencer. Pendant ce temps, les sauveteurs approchent de la zone de la crèche. Il n'est pas rare de retrouver des bébés survivants après plusieurs jours passés sous des décombres. Ce miracle-là aiderait Oklahoma City à oublier un peu ces 200 disparus. Oui, le dernier bilan officiel de ce drame épouvantable est de 86 victimes et donc au moins 150 disparus. 3 hommes sont toujours interrogés par la police. Ils appartiennent à une milice d'extrême droite, des groupes privés ou paramilitaires. Leurs responsables prétendent se préparer les armes à la main à l'apocalypse. Notre correspondante aux États-Unis, Aubrey Edler, a rencontré l'un d'entre eux au Texas. À Eufaula, comme dans tous les patelins de l'ouest et du sud américain, le bar est à la nuit tombée, le seul endroit encore un peu animé. On y vient danser, faire des rencontres, généralement se saouler. Les clients s'intéressent aux inconnus que nous sommes, mais se méfient des étrangers que nous restons. Il faut quelques heures et des bières supplémentaires pour que le sujet des milices finisse par être évoqué. Les milices, c'est un groupe de fanatiques blancs qui ont perdu la boule. À peine dissipées les vapeurs du bar, il est de bon ton ici de se retrouver à l'église. Le choix est vaste. Avec moins de 4000 habitants, Eufaula s'offre le luxe d'une vingtaine de lieux de culte différents. Tradition du Sud, l'église baptiste est la plus conservatrice. On sait que de nombreux révérends y ont été courtisés et souvent incorporés dans les milices. Il y a à peu près 1 an ou plus, ils m'ont demandé de rejoindre la milice. Mais j'ai préféré ne pas être mêlé à ça. Inspirée de la milice du Michigan, celle de l'État d'Oklahoma a été créée en novembre dernier. Son commandant, Ross Hallett, un mécanicien dentiste de 64 ans, défend une thèse toute simple. Le citoyen américain doit être prêt à se battre contre les ennemis de la nation et d'abord contre son propre gouvernement. Nous pensons que le nouvel ordre mondial, supposé apporter la paix à tous, n'est réalisable qu'en nous privant, nous, Américains, de nos libertés.
Notre ennemi est celui qui veut nous enlever notre liberté et notre Dieu. Comme Ross et son ami John, un ancien du Vietnam, ces soldats de fortune se retrouvent régulièrement en préparant les détails d'une bataille d'apocalypse. Et l'on se dit que ces hommes ont sans doute des nuits de cauchemar, persuadés qu'ils sont d'être encerclés par un ennemi sans visage, aux aguets, dans leur propre village. Une longue page politique à présent sur le deuxième tour de la campagne pour l'élection présidentielle, en commençant par ce qui sera sans doute le point culminant de ces 2 semaines, le débat Chirac-Jospin, Jospin-Chirac du 2 mai prochain. Il sera arbitré par 2 de nos confrères, Alain Duhamel et Guillaume Durand, à un face-à-face dont l'organisation est un véritable casse-tête. Jeff Wittenberg. Ils auront 2 heures pour forcer la décision des électeurs. Jacques Chirac et Lionel Jospin vont donc débattre dans une semaine. Face à face entre 2 prétendants à l'Élysée, ce sera le 4e du genre. L'affaire est sérieuse et chaque camp s'y prépare avec ardeur. Ici, au quartier général de Lionel Jospin, un responsable visionne plusieurs fois par jour les prestations télévisées de Jacques Chirac et tente de déjouer les pièges. C'est vrai que c'est un homme, Jacques Chirac, qui a de l'expérience, qui a été 2 fois Premier ministre, qui a été candidat 2 fois à la présidence de la République. Et en même temps, je crois que Lionel Jospin aussi est bon débatteur sur un autre registre. L'une des techniques classiques avant un tel débat, c'est la répétition. Un ami joue le rôle de l'adversaire. En 88, Laurent Fabius entraînait François Mitterrand. Fabius avait été tellement incisif avec Mitterrand, que Mitterrand lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que vous me détestez autant ?» Alors moi j'aurais aimé détester Lionel Jospin pour quelques instants, mais il n'aime pas les trainings. Et chez Jacques Chirac aussi, les préparatifs vont bon train. Le maire de Paris n'en est certes pas à son premier duel, mais ses proches cette fois-ci lui conseillent une stratégie et une seule, l'attaque. Oui, nous allons rappeler effectivement que les socialistes ont une responsabilité considérable dans la dégradation de la situation de notre pays. Oui, naturellement, nous allons rappeler que Lionel Jospin était premier secrétaire du Parti socialiste entre 80 et 88, c'est-à-dire qu'il est l'un des principaux responsables et l'un des principaux acteurs de l'échec des socialistes. Dans les règles de l'art, le duel télévisé doit être parfaitement équitable. L'arbitre y veillera. Il faut qu'on puisse bien entendre ce que chaque candidat pourra dire et que les caméras ne s'attachent pas à des problèmes secondaires, des gestes, des tics. Et pour éviter ce genre de problème, les 2 candidats auront leur propre réalisateur mardi prochain. D'ici là, de la hauteur des chaises à la couleur du décor, chaque détail aura été scrupuleusement négocié entre les 2 partis. Et ces débats télévisés de l'entre-deux tours ont à chaque élection été l'occasion de passes d'armes restées dans l'histoire. Un face-à-face dont nous avons emprunté la formule aux Américains. France Arvois. Octobre 1960. Le premier face-à-face, debout, sous le regard des caméras. Nous sommes aux États-Unis et 1 mois plus tard, John Kennedy battra Richard Nixon. Le genre met 14 ans pour traverser l'Atlantique et les candidats s'assoient. Valéry Giscard d'Estaing maîtrise l'outil télévision. François Mitterrand, lui, le découvre à ses dépens. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. François Mitterrand perd l'élection, mais les protagonistes se retrouvent 7 ans plus tard. Le candidat socialiste a tiré les leçons et gagné en assurance. Je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève. Vous n'êtes pas le président de la République ici. Vous êtes simplement mon contradicteur. Oui, et j'entends bien... Non, pas de cette façon-là. On avait affaire quand même à 2 très grands professionnels, l'un qui se sentait plus fort que l'autre, et ça a été sa faiblesse d'ailleurs, parce que je crois que Valéry Giscard d'Estaing se croyait beaucoup plus fort que François Mitterrand à la télévision. Ils ont fait à peu près jeu égal ce jour-là. 88, le 3e débat. Le président de la République sortant affronte son Premier ministre. La tension monte quand François Mitterrand affirme que Jacques Chirac lui a demandé la libération d'un terroriste iranien. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. On a eu peur d'un clash, et puis le clash ne s'est pas passé, mais c'était quand même un très très grand moment de nervosité, et en plus un beau moment de télévision. Important mais pas décisif, le débat est devenu une tradition. En 88, il a été suivi par plus de 20 millions de téléspectateurs. Avant ce débat de mardi prochain, donc, avec 23 et 21% au premier tour, Lionel Jospin et Jacques Chirac vont devoir rassembler bien au-delà de leur camp. Ce matin, Jacques Chirac a rencontré Valéry Giscard d'Estaing pendant 1h30. Les ralliements, en tout cas, vont bon train. À la réunion hebdomadaire des parlementaires chiraciens, se pressaient cet après-midi bien des baladuriens. Jérôme Catala, Jean-Baptiste Prédali. Un premier tour de présidentiel, et voilà l'union de la majorité ostensiblement affichée. Cet après-midi, Philippe Séguin, lieutenant de Jacques Chirac,
a ainsi pu retrouver François Fillon, baladurien, jusqu'à dimanche soir. Et devant le QG de Jacques Chirac, avenue d'Iéna, c'était l'embouteillage et l'heure au choix des retrouvailles, de la réconciliation ou des ralliements. Et ils sont venus avec empressement. Les Chiraciens recevaient et du coup, la salle était presque trop petite. En un peu moins d'une heure, l'affaire était réglée et le mot d'ordre trouvé. Il n'y a plus ni Chiracien ni baladurien. Nous efforçons bien sûr de fermer toutes les failles. Il faut convaincre maintenant tous nos électeurs à aller exactement dans le même sens. Vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien d'artificiel aux retrouvailles d'hommes et de femmes qui se battent dans la majorité sur les mêmes bancs. Après la mêlée, le coude à coude. Et divine surprise, ils en paraissaient ravis. Nous avons été un peu surpris de voir autant de monde, vous avez pu en juger vous-même d'ailleurs, ce qui prouve qu'il y a une forte attente, une grande capacité de mobilisation et une volonté de se retrouver maintenant tous ensemble. Tous ensemble peut-être, mais surtout contre Lionel Jospin. Ce que nous cherchons, c'est un président pour tous les Français, pas un président pour une caste ou un clan, pour 23% d'entre eux. L'union, à la base, peut-être, mais au sommet, ce sera sans doute moins évident et moins rapide. Voilà, bien cette rencontre au sommet pourrait avoir lieu demain, mais là encore, il y a divergence sur la forme. Jacques Chirac souhaite un tête-à-tête avec Édouard Balladur, face à face, seul à seul. Le Premier ministre voulant, lui, être accompagné d'une petite délégation, un différend qui provoque même une réunion d'Édouard Balladur et de son entourage en ce moment même à l'hôtel Matignon où vous vous trouvez, Jérôme Catala. Oui, exactement, Étienne. Édouard Balladur a réuni cet après-midi effectivement une partie des ministres qui l'ont soutenu pendant la campagne. Il s'agissait effectivement de préparer les modalités de la rencontre Chirac-Balladur qu'a proposé donc Jacques Chirac aujourd'hui. Alors le Premier ministre vient de quitter Matignon il y a quelques minutes, après Charles Pasqua et François Bayrou, sans commentaire. En revanche, Nicolas Sarkozy et François Léotard, eux, sont allés de leurs commentaires et ont rappelé, si vous voulez, les principes qui doivent, selon eux, présider à la rencontre Balladur-Chirac. Je vous propose de les écouter tout de suite. Il est clair pour tout le monde que si l'on veut réussir le deuxième tour, ce qui est notre souhait, eh bien, il faut bien que les gens se rencontrent et qu'on mette tout en œuvre pour que l'ensemble des forces politiques qui ont soutenu Édouard Balladur au premier tour puissent se porter très massivement sur Jacques Chirac. Donc qu'ils se voient, mais qu'ils se voient ensemble, comme nous l'avons été pendant toute cette campagne. Tout le monde est d'accord pour que les idées qui ont été les nôtres, qui ont fait que nous avons choisi le même candidat, soient défendues et retenues. Il est bien évident que quand on gagne au deuxième tour, c'est qu'on a fait 50% des suffrages. Et donc l'ensemble des préoccupations de ces 50% doit être pris en compte. Voilà, alors ce soir, Étienne, on peut dire que la situation est bel et bien bloquée. En effet, vous l'avez rappelé, Édouard Balladur a bien accepté le principe d'une rencontre avec Jacques Chirac, mais en compagnie de François Léotard et de Nicolas Sarkozy que nous venons d'entendre. De l'autre côté, dans l'entourage chiracien, on répète que seule une rencontre en tête-à-tête est prévue. Pas question de donner l'impression d'une discussion d'appareil. Alors il est clair que personne pour l'instant ne semble décidé à céder et que la rencontre Balladur-Chirac a l'air de moins en moins à l'ordre du jour. Merci beaucoup Jérôme. Les jeunes balladuriens de leur côté ont appelé eux à la mobilisation en faveur de Jacques Chirac dès aujourd'hui. Comment cet appel se concrétise-t-il sur le terrain? Reportage à Bordeaux de François Privat et Philippe Dumais. À Bordeaux, jeunes balladuriens et jeunes chiraciens ne font plus qu'un. Petite visite cet après-midi des partisans du Premier ministre à la permanence de Jacques Chirac. Grande retrouvaille dans une ambiance détendue avant les premiers collages communs. Il y a Jacques Chirac avec les guignols. C'est la dernière version. En ce qui nous concerne, les stocks que l'on a, on va les garder. Par contre, on va sûrement terminer les leurs, parce qu'on va sûrement recevoir du nouveau matériel, heureusement, parce que là, il y a un double effectif, donc il y aura un double travail. Petit briefing, répartition des tâches, oubliez la division récente. On efface tout, on recommence, en évoquant déjà des souvenirs de campagne. Et on s'arrête là. Nous sommes des anciens de 88 pour la plupart, donc nous avons déjà eu l'occasion de faire une campagne présidentielle pour un candidat unique. Effectivement, ça peut être un petit peu polémique par rapport aux gens qui ont voté Balladur et à qui ça a déchiré le cœur de ne pas se retrouver au deuxième tour. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à balladurien chiracien? Moi je suis dans un premier temps anti-Jospin. La campagne continue et il faut préparer la venue jeudi soir d'Alain Juppé à Bordeaux, unis sous une même bannière.
Voilà, la journée à droite se termine à Orléans avec le premier meeting de ce deuxième tour pour Jacques Chirac. Véronique Saint-Olive est avec nous en direct. Véronique, Jacques Chirac, il n'y a plus qu'un adversaire pour Jacques Chirac, c'est évidemment Lionel Jospin désormais. Oui, Étienne. Alors, Jacques Chirac, en effet, retrouve le terrain avec plaisir, mais avec surtout un seul objectif, rassembler très largement, le plus largement possible, au-delà de toutes les structures partisanes. Alors ici, ce soir, à Orléans, devant près de 5000 personnes, Jacques Chirac est en train de tirer le bilan du scrutin. Il reconnaît que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Il s'engage à tenir compte de l'avertissement et surtout, il s'en prend très vivement à Lionel Jospin. Le 7 mai... les Français seront face à une alternative. Soit ils décideront de s'engager dans un troisième septennat socialiste, il ne semble pas que ce soit votre choix, soit ils décideront de tourner enfin la page pour donner à la France un puissant élan réformateur. « 21 ans de socialisme. Voilà en réalité ce que nous propose M. Jospin, le candidat du vrai retour en arrière. » Vous venez de l'entendre pour Jacques Chirac qui est en train de terminer son discours. Lionel Jospin est donc le comptable de la crise économique, sociale et morale que traverse la France. Et à l'inverse, il veut se poser, lui, en vrai candidat du seul changement. Merci beaucoup Véronique. À gauche maintenant, on laisse entendre que François Mitterrand pourrait marquer son soutien à Lionel Jospin dans les prochains jours. Une rencontre est même envisagée, affirme le socialiste Claude Estier. De son côté, Jacques Delors a coupé court aux rumeurs qui faisaient de lui un Premier ministre potentiel en cas de victoire de Lionel Jospin. Guylaine Chenu. De 3/4 face, un léger sourire au coin des lèvres, c'est la nouvelle affiche de Lionel Jospin. La photo est plus spontanée, le slogan est axé sur le changement, le tout pour façonner l'image de présidentiable. Le candidat, lui, vole de réunion en meeting, avec en poche son meilleur atout pense-t-il, son avantage psychologique. Il a créé la surprise en déjouant le scénario attendu et en décrochant le premier rôle. Devant un parterre d'artistes ce matin, il cite René Char pour résumer la situation. Va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Merci à tous. Sur scène, en pleine lumière, Jacques Delors. Lionel Jospin souhaite lui réserver une place de choix dans sa campagne, la plus proche à ses côtés, pour développer sa vision de l'Europe et de l'économie. La montée en puissance de Jacques Delors ne peut que rassurer l'électorat centriste. Pas question pour autant d'envisager un fauteuil à Matignon. Avec des sondages qui m'étaient très favorables, j'ai pris ma décision, après moult réflexions, de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas maintenant pour postuler le poste de Premier ministre. Un refus qui s'explique aussi par le souci de ne pas faire de l'ombre à sa fille, Martine Aubry. Car elle aussi, certains la verraient bien en Premier ministre. Et si tu veux que je vienne à un de tes meetings, tu me le fais dire. Jacques Delors sera donc un soutien très actif dans cette campagne de deuxième tour. Chacun restera dans son rôle et c'est seul que le candidat Jospin souhaite se présenter devant les électeurs. Lionel Jospin qui est en réunion publique à Carcassonne où se trouve Roland Sicard. Roland, on vient d'entendre les attaques de Jacques Chirac contre Lionel Jospin. Est-ce qu'il s'apprête à y répondre ? Écoutez, Étienne, je crois effectivement que Lionel Jospin a bel et bien l'intention d'entrer de plein pied dans cette campagne. Lionel Jospin, vous le disiez, qui est en train de s'exprimer. Alors, avant le premier tour, il avait même été un peu frustré d'assister, je dirais en quelque sorte, en tant que spectateur à l'affrontement Chirac-Balladur. Il réclamait le débat droite-gauche, il l'a obtenu et il n'a pas l'intention de s'en priver. En fait, l'idée de Lionel Jospin, c'est de démontrer que le candidat du vrai changement, c'est lui et pas Jacques Chirac. Jacques Chirac à qui il s'en est pris il y a quelques minutes. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je suis resté fidèle à moi-même. Je n'ai pas emprunté un vêtement pour l'occasion, pour l'objectif, pour la tactique électorale. Un vêtement dans lequel on se glisse le temps d'un rôle.
Et chacun sait bien que ça, par contre, c'est le cas de M. Chirac. Il y a ceux qui l'ont trouvé habile, il y a ceux qui le lui reprochent, mais chacun sait clairement maintenant dans le pays qu'au premier tour de l'élection présidentielle, Jacques Chirac n'était pas lui-même. Simplement, la question qui est posée pour le deuxième tour, c'est de savoir politiquement qui il est. Voilà, alors ce que l'on peut ajouter au moment même où se termine ce meeting, eh bien, c'est que le Lionel Jospin que l'on découvre depuis dimanche est en quelque sorte un Lionel Jospin nouveau. Il a été plus qu'agréablement surpris par le résultat de dimanche et ses amis l'affirment. La dynamique, elle est désormais dans le camp Jospin. Lionel Jospin qui a acquis une dynamique, une dimension de présidentiable et son intention, il vient de le répéter, c'est maintenant tout simplement de gagner. Merci beaucoup Roland. Donc Lionel Jospin en réunion électorale ce soir à Carcassonne. De son côté, Jean-Marie Le Pen brandit ses 15% de voix du premier tour pour réclamer aux deux candidats un engagement ferme sur le scrutin proportionnel aux prochaines élections législatives, ce qui lui permettrait évidemment de faire entrer des députés du Front National à l'Assemblée. Un terrain évidemment très glissant, aussi bien pour Lionel Jospin que pour Jacques Chirac. Michael Darme. De l'art de flatter les électeurs du Front National. Charles Pasqua a bien tenté le clin d'œil en évoquant un scrutin avec une dose de proportionnel pour assurer la présence de députés FN à l'Assemblée. Mais autour de Jean-Marie Le Pen, on préfère bien sûr une vraie déclaration. Il faudrait que ça vienne d'un porte-parole autorisé du RPR. Et comme nous sommes dans une élection présidentielle, il n'y a qu'une personnalité autorisée, au bout du compte, c'est le candidat lui-même. Donc bien sûr, il faudrait que ça vienne de M. Chirac. Peine perdue, car les Chiraciens l'affirment, il n'y aura pas d'accord avec le Front National. Et si le débat sur la proportionnelle existe, il n'est pas à l'ordre du jour. Pas de réaction en revanche du côté socialiste, où l'on rappelle que l'on est pour la proportionnelle, et depuis longtemps. Manière d'évacuer tout soupçon de connivence avec le Front National. Jean-Marie Le Pen qui avait fait savoir dès dimanche soir qu'il donnerait ses consignes de vote le 1er mai prochain à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc. À qui peuvent aller les voix du Front National? Le principal élément de réponse dont on dispose pour l'instant, c'est le précédent de la présidentielle de 1988. Olivier Sioux. En 1988, les 2/3 des électeurs de Jean-Marie Le Pen s'étaient reportés au second tour sur Jacques Chirac. La consigne du leader du Front National, c'était alors « pas une voix pour Mitterrand ». Mais en 7 ans, la donne politique a changé, les électeurs lepénistes aussi. Ce sont des électeurs populaires, ouvriers, 27% de vote ouvrier pour Le Pen, ce qui est considérable et sans précédent dans l'histoire. Ce sont des électeurs lepénistes, Front National, il a ramassé tout l'électorat frontiste. Et enfin, ce sont des électeurs obsédés par les immigrés. L'immigration est la seule question qui compte à leurs yeux. Signe de cette évolution, Jean-Marie Le Pen, qui atteignait jusqu'à présent ses meilleurs scores dans le sud-est de la France, est désormais en tête dans les anciennes régions industrielles, aujourd'hui en crise, de l'Est, Alsace et Lorraine. Des scores importants également dans la région Rhône-Alpes et dans la vallée de la Seine, exactement là où la gauche a le plus reculé en 7 ans. Une évolution peut être lourde de conséquences. L'électorat du premier tour de Jean-Marie Le Pen est encore plus populaire qu'il ne l'était en 1988. Et on peut estimer que toute une partie de cet électorat extrêmement populaire se retrouvera peut-être davantage dans le candidat de la gauche, identifié au peuple, plutôt que dans le candidat de la droite. Seul inconnu, l'attitude de Jean-Marie Le Pen lui-même. Il juge aujourd'hui Lionel Jospin respectable et devrait en dire plus au cours de la fête de Jeanne d'Arc le 1er mai prochain. Exactement comme il l'avait fait il y a 7 ans. Un dernier mot de la campagne avec l'appel lancé cet après-midi par Philippe de Villiers. Le candidat du Mouvement pour la France, vous le savez, n'a pas atteint la barre des 5% qui lui aurait permis un remboursement par l'État de ses frais de campagne. 9 700 000 francs de dette pour M. de Villiers qui, du coup, lance une souscription nationale. Il a même profité de sa conférence de presse, vous le voyez, cet après-midi pour afficher le numéro de compte chèque de boîte postale du Mouvement pour la France, à l'intention de ses électeurs. Le reste de l'actualité maintenant, avec la mésaventure du cardinal Jean-Marie Lustiger. L'archevêque de Paris est en Israël pour un colloque d'origine juive, converti au catholicisme à l'âge de 14 ans. Monseigneur Lustiger a été oralement mais violemment pris à partie par le grand rabbin d'Israël, qui l'accuse d'avoir trahi son peuple et sa religion. À Jérusalem, Véronique Tavo. En arrivant hier soir, Jean-Marie Lustiger était sans doute loin de savoir la polémique que sa venue en Israël allait susciter. Invité par l'université de Tel Aviv à un colloque autour du thème « Le silence de Dieu durant le génocide nazi »,
Historiens, théologiens, membres de la communauté juive et catholique devaient discuter et échanger idées et réflexions. Mais au cours de cette visite, l'archevêque de Paris devait également assister à la commémoration de la journée de la Shoah, jeudi, au mémorial de l'Holocauste. Une visite jugée inacceptable par le grand rabbin d'Israël, Yisrael Lao. Dans une déclaration très virulente, il a qualifié le cardinal Lustiger de traître au peuple juif et à la religion juive. Parce qu'il s'est converti au catholicisme à l'âge de 14 ans, il a trahi sa nation et sa foi, a estimé le grand rabbin. Polémique, virulence des propos, quoi qu'il en soit, le cardinal Lustiger n'assistera pas aux commémorations officielles jeudi. Visiblement affecté par les paroles du grand rabbin d'Israël, Jean-Marie Lustiger refuse ce soir de relancer la polémique. C'est son sentiment, c'est tout ce que je peux dire. Je regrette toujours des paroles qui ne sont pas amicales. Pour ma part, je ne souhaite pas en dire d'autres qui seraient inamicales. Une chose que je sais, c'est que en devenant chrétien, je n'ai pas cessé d'être juif. Au moins pour le gouvernement français de l'époque et au moins pour les nazis. Et devenir chrétien n'a pas été une protection. Faux pas pour certains, dérapage pour d'autres. Les propos du grand rabbin sont en tout cas négatifs pour de nombreux Israéliens. Depuis un an, les relations entre Israël et le Vatican sont renouées. Cette polémique risque de les entacher. Au Rwanda, après les massacres de la semaine dernière, une polémique macabre oppose les organisations humanitaires sur le bilan de ce massacre. 2000, 5000, peut-être 8000 morts. Seule certitude, des dizaines de milliers de réfugiés sont jetés sur les routes. D'autres refusent de quitter le camp de Kibéo, devenu un véritable camp de la mort. François Cornet. La présence des casques bleus de la MINUAR, la force d'intervention armée des Nations Unies, a ramené un peu de calme dans le camp de Kibéo, au sud-ouest du Rwanda, que 2000 réfugiés Hutus refusent ce soir encore de quitter. Seuls les enfants, pour la plupart orphelins depuis les tueries de samedi dernier, ont pu être évacués. Les soldats de l'ONU ont négocié toute la journée avec les forces rwandaises, à majorité Tutsi, pour les empêcher de faire exploser les bâtiments du camp ou de les prendre d'assaut. Les militaires rwandais affirment que 200 irréductibles en armes, des miliciens Hutus, sont toujours retranchés à l'intérieur de Kibéo. Ils veulent les arrêter ou les abattre. Les casques bleus ont proposé d'assurer la sécurité du camp pendant les évacuations pour éviter d'autres fusillades. Dans cette confusion, des dizaines de milliers de Hutus, chassés depuis plus de 72 heures de Kibéo par l'armée rwandaise, continuent d'errer sur les routes. Les plus chanceux ont trouvé refuge à Butare, plus au sud, mais ils ne sont guère mieux lotis. Privés d'eau, de nourriture et de soins, terrorisés, harcelés par les soldats rwandais et la population Tutsi, hommes, femmes et enfants Hutus sont dans un dénuement complet. Mais beaucoup préfèrent encore rester ici, même sans rien, que de rentrer dans leur village où les attend la vengeance des Tutsis. L'arrivée mouvementée au Japon du bateau transportant les 14 tonnes de déchets nucléaires qui avaient été retraités en France. Ces matières sont hautement radioactives et ce ne sont pas les écologistes qui ont empêché le déchargement de la cargaison, mais les autorités locales. José Blanc-Lapierre. Parcourir près de 30 000 km pour finalement se voir refuser l'entrée du port. Après 2 mois de mer, les marins du Pacific Pintel ont trouvé l'accueil au Japon un peu rude. Ce sont les 14 tonnes de déchets hautement radioactifs que contient la soute du Pacific Pintel qui sont responsables de cet arrêt brutal. Le gouverneur de la province qui administre cette partie de territoire a souhaité s'assurer toute la journée du non-stockage des déchets sur ces terres. Des déchets à vie très longue, 25 000 ans, qui pourraient changer la réputation touristique de la région. Toute la journée, on a discuté et finalement, Mme Tanaka, ministre des Sciences et de la Technologie, a accédé en fin d'après-midi à la demande de M. Kimura. L'arrivée du bateau qui tourne en rond au large est prévue demain. L'armée et les écologistes se retrouveront face à face une nouvelle fois puisque le transport et l'accueil des déchets semblent régler. Une vingtaine de voyages entre la France et le Japon peuvent être envisagés. Voilà, c'était donc Patrice Pelé depuis le Japon. On respire dans le Var. Les 4 spéléologues prisonniers des eaux dans la grotte de Néoul ont été repérés vivants très tôt ce matin. Soulagement, mais patience aussi. Les secouristes n'ont toujours pas pu les rejoindre ce soir. Sur place, Patrice Velay et Bernard Connor. Vu de l'extérieur, le trou du Reguet a repris son aspect normal. Mais dans la grotte, l'eau bloque toujours les 4 spéléologues. Sur 80 mètres environ, le couloir d'accès est toujours inondé. Alors, les sauveteurs s'acharnent à pomper l'eau. Mais aucune évacuation n'est possible pour le moment. À moins de 500 mètres d'ici,
4 hommes préparent leur 3e nuit dans le noir. Leur seul contact avec l'extérieur, ces plongeurs spéléologues. Grâce à eux, le temps est moins long, la grotte presque accueillante. Les plongeurs leur ont passé de la nourriture, ils en ont presque pour plusieurs jours. Ils ont de quoi se chauffer parce qu'ils ont une tente isotherme dans laquelle ils ont des habits secs. Et à la limite, ils sont presque mieux que les plongeurs qui eux sont dans l'eau. Au PC des pompiers, le moral est revenu. Familles et bénévoles s'entraident pour affronter l'attente. Voici un courrier spécial, un petit mot doux, un article de journal. Ce plongeur sera facteur dans moins d'1 heure. Car depuis tôt ce matin, les 4 ne sont plus seuls, contact établi après 36 heures de solitude. Non, ils n'ont pas eu peur, ils ont très bien vécu, ils ont compris qu'ils allaient vivre un accident, ils se sont préparés pour ça psychologiquement, physiquement aussi, et ils l'ont bien vécu, même très bien. Cette nuit ou demain, les 4 spéléologues retrouveront l'air libre. Tout dépend de la baisse des eaux, bien entamée aujourd'hui, et de la météo, plutôt favorable ce soir. La publication d'un livre blanc, un rapport sur les dépenses dentaires des Français. Elles ont triplé en 10 ans. Nous dépensons chaque année pour nos dents 700 francs par habitant. Et dans le même temps, les remboursements s'effectuent de moins en moins bien. Enquête de Jean-Yves Perrin et François Grany. Votre dentiste est conventionné? Il vous réclamera 110 francs pour la consultation. Le prix est fixe. Elle sera remboursée à 70%, comme pour une extraction ou des soins de carie. En revanche, la pose d'une couronne ou d'un dentier est mal remboursée. Là, les honoraires sont libres et les dentistes en profitent parfois. Nous avons un coût horaire de fauteuil qui est très élevé. Quand on ajoute le coût horaire du fauteuil, le coût des techniciens de laboratoire, le coût des matériaux, les coûts des techniques, nous arrivons à des chiffres qui peuvent paraître élevés et parfois nous sommes nous-mêmes gênés de devoir proposer des devis qui nous paraissent excessifs pour certains patients. Et les abus ne sont pas rares. La même couronne coûtera 2000 francs chez l'un, 5000 francs chez un autre. En tous les cas, elle ne vous sera remboursée que 700 francs. Voilà qui limite sérieusement l'égalité devant l'accès aux soins. La sécurité sociale le sait bien, elle se dit prête à un meilleur remboursement de certaines prothèses. Pour certains articles, on aurait un prix qui serait ni 500 francs ni 5000, qui serait entre les deux, qui serait un coût économique bien évalué et pour lesquels on aurait un remboursement. Ce qui implique un double effort, à la fois de l'assurance maladie, parce que incontestablement ça augmenterait la dépense, et aussi un effort de la profession, parce que ça mettrait fin à des abus qui deviennent de plus en plus lourds et inacceptables. Un barème enfin plus favorable aux patients. Il pourrait être mis en place avant la fin de l'année, si les dentistes jouent le jeu. L'actualité sportive à présent avec une rencontre très importante demain pour l'équipe de France de football. En jeu la qualification pour le championnat d'Europe des Nations, match à Nantes contre la Slovaquie. Et grand retour dans l'équipe de France de Didier Deschamps, exilé en Italie en début de saison. Il émerge d'une vilaine blessure. À Nantes, Yann Lavoie et Arnaud Le Goff. Il ne pouvait pas y avoir plus heureux que Didier Deschamps à l'heure de l'entraînement. Après 7 mois d'absence, il retrouvait d'un coup l'équipe de France et sa bonne ville de Nantes. C'est ici en effet qu'il a rencontré son épouse et qu'il a appris son métier. Alors il se réjouit de ce double retour. Le fait de retrouver la sélection, déjà ça me fait énormément plaisir. Parce que je suis toujours très attaché au maillot tricolore. Et puis de revenir fouler la pelouse de la Beaujoire que je connais très bien, où j'ai connu de grands moments avec le Football Club de Nantes, c'est une double satisfaction. À Nantes, il a appris le haut niveau, mais c'est avec Marseille qu'il a connu la consécration, le titre de champion d'Europe. Puis il part pour la Juventus de Turin où il se blesse en début de saison, alors il s'accroche, il rame, comme l'on dit, pour devenir titulaire du club, actuellement leader du championnat italien. Pour Aimé Jacquet, son retour devenait alors indispensable. Il a été arrêté pendant quelques mois parce qu'il a eu des problèmes physiques. Il vient de récupérer, il vient de reprendre sa place, il va gagner peut-être le championnat, il va gagner la coupe, peut-être les 3 coupes, il va tout faire. Donc respect, et puis voilà. Deschamps, c'est l'enthousiasme sur un terrain. Il a tout du chien qui ne lâche pas sa prise. Un chien qui sait aussi aboyer pour placer ou replacer ses coéquipiers. Avec Marcel Desailly, un autre Italien, la France possède au milieu de terrain un tandem de très haut niveau. Mais ce n'est ni Marcel Desailly ni Didier Deschamps qui régleront les problèmes collectifs de l'équipe de France. C'est chacun individuellement à se prendre un peu plus en charge pour que le collectif fonctionne mieux. Et si on sent vraiment une équipe, un bloc qui rentre sur le terrain, tout le monde qui tire dans le même sens, et bien l'équipe de France aura des résultats, je suis persuadé. Deschamps n'a que 26 ans et compte déjà 40 sélections. Avec un moral tout neuf, il espère entamer demain une deuxième carrière en équipe de France. Il faut souhaiter à l'équipe de France la même réussite que l'équipe de France de hockey sur glace qui a réalisé une grande première cet après-midi à Stockholm en Suède où se déroulent les championnats du monde.
La France a battu le Canada 4-1. Le Canada qui est tout simplement tenant du titre. Deuxième victoire donc pour la France dans ce championnat du monde, après celle sur l'Allemagne hier. Du cinéma maintenant avec la sélection officielle du 48e Festival de Cannes. Il sera présidé cette année par l'actrice française Jeanne Moreau. Dans la course à la Palme d'Or, 3 films français que nous présentent Pascal Deschamps et Éric Messy. C'est parti. Dans 22 jours, à cette même heure, la croisette sera déjà en plein boom après le coup d'envoi du Festival de Cannes, 48e du nom. 24 films en course pour une palme, sélectionnés par Gilles Jacob, qui aura vu 409 films pour faire son choix. Un choix difficile. Découragement, non, mais grande difficulté pour réunir la vingtaine de films qu'on attend du Festival de Cannes en compétition et qui sont censés être les meilleurs films disponibles à ce moment-là. Donc vous avez eu les meilleurs? Ah ça, je peux vous dire que nous avons eu les meilleurs. En compétition, 3 films français, 3 seconds films, dont La Cité des Enfants Perdus, qui fera l'ouverture et l'événement le 17 mai, réalisé par Caro et Jeunet, les auteurs de Délicatessen. Deuxième film très attendu, La Haine, réalisé par Mathieu Kassovitz. Point de départ, une bavure policière en banlieue. Un film noir et blanc, dont voici la bande-annonce en exclusivité. C'est gonflé qu'ils prennent un film comme ça. Enfin, je sais pas si le film est bien ou pas, mais c'est gonflé qu'ils le prennent pour son sujet. Parce que c'est un film à polémique, j'espère. Il a été fait pour ça. Il a été fait pour que les gens puissent réfléchir là sur ce genre de sujet. Donc c'est bien qu'il aille à un niveau plus officiel. Ouais. Enfin, plus intimiste, N'oublie pas que tu vas mourir de Xavier Beauvois, l'histoire d'un jeune homme qui découvre sa séropositivité. Côté étranger, Cannes accueillera cette année l'américain Tim Burton, l'auteur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, le portugais Manuel de Oliveira, qui a dirigé Catherine Deneuve, la chinoise Gong Li ou la britannique Emma Thompson. Et puis hors compétition, Sharon Stone, un festival de Cannes doit avoir son quota de stars. Oui, c'est très important, c'est important pour moi, mais c'est surtout important pour vous. Et quand je dis vous, pas France 2 seulement, mais toutes les télévisions du monde entier qui sont là, tous les photographes, et ça fait partie, pour faire rêver les gens, il faut des vedettes sur la croisette. Tout est prêt, il ne manque plus que le palmarès. Il sera proclamé le dimanche 28 mai par Madame Jeanne Moreau, qui succède ainsi à la tête du jury à l'américain Clint Eastwood. Cannes et son festival qui rendront sans doute un hommage appuyé à une immense actrice, une immense danseuse aussi, dont nous venons d'apprendre le décès, Ginger Rogers, la partenaire de Fred Astaire dans de très nombreuses comédies musicales, dont Top Hat, dont vous voyez ici un extrait, est décédée à son domicile près de Los Angeles en Californie. Elle avait 83 ans. À minuit 20, Catherine Sellac, qui présentera le dernier journal, reviendra sur le décès de Ginger Rogers, que nous venons d'apprendre. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, puis un film avec Charles Bronson, Mr. Majestic. Jean-Luc Delarue vers 22h45 pour Ça se discute. Je vous retrouverai demain à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée.